Il y a quelques années, quand je donnais des cours à l'Institut français de Varsovie, je me suis rendu compte que les gens avaient du mal à évaluer leur niveau. C'était des cours de conversation, donc il n'y avait pas de test de placement avant de commencer. Du coup, je me retrouvais souvent avec des élèves intermédiaires dans des groupes avancés et des élèves avancés dans des groupes intermédiaires. Enfin, plus précisément, j'avais des élèves B2 dans des groupes C1 et vice-versa. Si vous ne comprenez rien à ces histoires de B1, C2, etc., ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Et surtout, vous allez voir que finalement, connaître votre niveau, c'est peut-être pas le plus important. L'homme a toujours aimé mesurer des trucs, mais avec la révolution industrielle, c'est devenu une vraie passion. Comme les patrons d'usines voulaient savoir exactement combien d'épingles leurs ouvriers pouvaient fabriquer en une journée, ils se sont mis à mesurer la productivité. Et maintenant, la productivité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines, aussi bien à l'école que dans le sport ou les tâches domestiques. Pour réussir sa vie, il faut être productif au travail et à la maison. Et si une chose n'est pas mesurable ni mesurée, alors elle est inutile. Alors évidemment, les langues n'échappent pas à la règle. À quoi ça sert de prendre des cours de français si on ne peut pas mesurer précisément ses progrès et son niveau? Eh ben, à rien. C'est pour ça qu'en Europe, depuis 2001, on a le cadre européen commun de référence pour les langues. Il est composé de 6 niveaux, A1, A2 qui sont les niveaux débutants, B1, B2 pour les intermédiaires et C1, C2 avancés. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous dit ce que vous devez être capable de faire à la fin de chaque niveau. Autrement dit, quelles nouvelles compétences vous devez avoir. On commence au niveau A1. Là, c'est vraiment pour apprendre les bases. Ça correspond à environ 60 heures de cours de français. Ah oui, je vous donne une estimation du nombre d'heures, mais ne prenez pas ça au pied de la lettre. Autrement dit, ne prenez pas ça au premier degré, sans chercher à comprendre. Cette estimation, c'est surtout pour aider les écoles de langue à fixer le nombre d'heures de cours. Alors, après le niveau A1, vous devez pouvoir comprendre et utiliser des expressions basiques pour faire des choses de la vie quotidienne, par exemple les formules de politesse, etc. Vous présenter et poser des questions du style « Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» En gros, avec ce niveau, vous pouvez acheter un croissant dans une boulangerie et demander la direction du musée du Louvre, mais vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir comprendre la réponse. Au niveau A2, on approfondit tout ça, sauf que là, c'est plus long, il faut prévoir environ 180 heures d'apprentissage. Une fois que vous avez terminé le niveau A2, vous êtes capable de comprendre les phrases et expressions fréquemment utilisées pour parler de la famille, des activités quotidiennes et du travail, communiquer en utilisant des phrases simples pour parler de choses qui vous sont familières, décrire votre environnement et les choses qui vous concernent directement. Donc après le niveau A2, vous pouvez avoir des mini-conversations de quelques phrases sur des sujets de la vie quotidienne, si votre interlocuteur est sympa et patient. Ensuite, on passe au niveau intermédiaire en commençant par B1. Là aussi, ça représente environ 180 heures de cours. En finissant le niveau B1, vous obtenez ces super pouvoirs. Comprendre les principaux points d'une conversation sur des sujets familiers comme le travail, l'école, les loisirs, etc. Écrire des petits textes sur ces sujets, décrire des expériences, des événements, des rêves, des ambitions, justifier vos opinions et vos plans en donnant quelques raisons. Bref, là, vous pouvez parler de votre week-end ou du dernier film que vous avez vu, mais pas encore du réchauffement climatique. D'ailleurs, si vous voulez obtenir la nationalité française, par exemple si vous épousez un Français ou une Française, on vous demande d'avoir le niveau B1 à l'oral, donc compréhension et expression orale. Il y a un test spécial qui s'appelle le TCF, test de connaissance du français. Après ça, on a le niveau B2, bravo. Là, c'est pareil, ça prend environ 180 heures. Et au niveau B2, vous êtes considéré comme intermédiaire avancé.
Ça veut dire que vous êtes capable de comprendre les idées principales d'un texte complexe, à la fois sur des sujets concrets et abstraits, avoir des conversations relativement fluides et spontanées avec des Français, sans que ça leur demande un effort d'adaptation. Ça tombe bien parce qu'en général, les Français ne font aucun effort pour adapter leur manière de parler. Écrire un texte clair et détaillé sur différents sujets en exprimant votre opinion de manière argumentée. Bref, B2, on considère souvent que c'est le niveau auquel vous êtes capable de parler couramment. Bien sûr, vous faites encore des erreurs et vous ne pouvez pas comprendre les articles du Monde en entier sans dictionnaire, mais vous êtes autonome et vous êtes plutôt à l'aise quand vous parlez français. Là, vous croyez peut-être que vous avez fait le plus dur, mais non. On arrive au niveau de perfectionnement, de maîtrise totale, C1 et C2. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en théorie, il vous faut 240 heures pour terminer le C1 et 250 heures pour le C2. Après ça, non seulement vous parlez mieux français que les Français, vous comprenez les émissions de France Culture sur l'existentialisme, mais vous êtes aussi capable d'écrire une thèse de physique quantique. L'avantage de ce système, c'est qu'il est reconnu dans la plupart des pays européens. Donc, si vous avez besoin de justifier votre niveau de français pour un échange universitaire ou un poste dans une entreprise, vous pouvez passer un examen dans un institut français ou une alliance française et vous obtenez une preuve officielle. C'est un examen qui s'appelle le DELF. Là, vous serez testé sur 4 compétences, la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Mais imaginons que vous réussissez le DELF P2, est-ce que ça veut forcément dire que vous parlez couramment français? En général, non. Déjà, pour réussir le DELF, vous devez non seulement avoir un bon niveau de français, mais aussi être bien préparé aux spécificités des différentes épreuves. Chaque exercice a des consignes et un format très précis avec un nombre de mots à ne pas dépasser pour les essais, par exemple. Donc si vous ne vous entraînez pas à faire ce genre d'exercice, il y a de grandes chances que vous ratiez l'examen. Ensuite, il est possible que vous tombiez sur des thèmes un peu bizarres. Par exemple, dans un examen du DELF B2, il y avait ce sujet pour l'expression écrite. Vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentant de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Bon, il faut seulement écrire 250 mots, mais personnellement, c'est pas un sujet qui m'inspirerait beaucoup. Et puis, un test, ça mesure seulement votre niveau à un instant T. Je connais des personnes qui perdent tous leurs moyens tellement elles sont stressées le jour d'un examen. Ah oui, perdre ses moyens, ça veut dire qu'on perd ses capacités dans certains contextes, par exemple si vous êtes très stressé. Et même sans aller dans ce genre de cas extrême, il suffit que vous ayez mal dormi la veille ou que vous soyez un peu malade, et là aussi ça va influencer votre résultat. Bref, à part si vous avez besoin d'un justificatif officiel de votre niveau ou que ça vous motive de vous préparer pour un examen, je pense pas que ça vaille vraiment la peine d'évaluer son niveau comme ça. Alors au final, comment faire pour savoir quel niveau on a? Je pense qu'il faut changer d'optique. Au lycée et pendant mes études, j'étais plutôt bon en langue. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'avais des bonnes notes aux examens d'anglais et d'espagnol. J'écrivais des essais en utilisant des mots comme first and foremost ou nevertheless. Mais le jour où j'ai essayé d'avoir ma première conversation avec un natif, je me rappelle très bien, c'était dans une auberge de jeunesse à Glasgow avec un Australien, et ben ça a été un vrai désastre. J'étais incapable de dire les choses les plus basiques, comme lui demander depuis quand il était là, quel plan il avait, des choses vraiment très simples, mais sur le moment, j'avais l'impression d'être un vrai débutant. J'étais complètement bloqué. Be courageous, be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Thank you.
Mon ego en a pris un coup, mais un peu plus tard, en y repensant, j'ai compris quelque chose de très important. J'ai compris qu'à l'école, on évalue seulement un certain type de compétences. Et être capable d'écrire des essais sur les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine, c'est pas très utile quand vous voulez juste avoir une conversation sympa dans un pub. Après ça, j'ai commencé à voyager plus souvent et à fréquenter de plus en plus d'étrangers. C'est comme ça que j'ai vraiment appris à parler anglais. Paradoxalement, aujourd'hui, je suis peut-être plus capable d'écrire le genre d'essai que je faisais avant. Par contre, je peux passer des soirées entières à parler anglais avec des étrangers et m'amuser sans avoir le moindre blocage. Ce que j'essaye de vous dire avec cette anecdote, c'est qu'au lieu de se demander si on est au niveau B2 ou C1, il vaut mieux réfléchir en termes d'objectifs et de compétences. Si vous apprenez le français pour parler avec des francophones, commencez dès maintenant. Prenez des cours de conversation, même si ça vous fait peur, même si vous avez l'impression d'être encore un débutant. Si vous apprenez le français pour lire des romans, c'est pareil. Commencez par des romans écrits spécialement pour les apprenants. N'attendez pas pour le faire, sinon vous perdrez du temps et des occasions de vous entraîner. Vraiment, n'ayez pas peur, commencez dès aujourd'hui à pratiquer les compétences qui sont importantes pour vous, pas celles qui ont été choisies par les écoles de langue pour réussir un examen. Et une dernière chose avant de finir, c'est normal d'avoir des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on est en forme, où on a confiance en soi, où tout nous semble facile, on se dit que ça y est, on parle couramment, et puis le lendemain, au contraire, on n'arrive pas à exprimer ses idées, on fait plein d'erreurs, on a l'impression d'être retombé au niveau débutant. Je connais ça, je suis passé par là, moi aussi, et ça m'arrive encore régulièrement avec mon polonais, mais ça fait partie de l'apprentissage et il faut l'accepter. Plus vous avancerez, moins il y aura de jours sans, et même quand vous aurez des jours sans, vous serez capable de faire passer vos idées, parce qu'avec le temps, vous aurez acquis des bases suffisamment solides. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Et puis, dites-moi dans les commentaires quel objectif vous avez concernant votre français. Merci et à bientôt.